Bonjour à tous. Je voudrais d'abord vous dire à tous mes auditeurs, peut-être fidèles, qui ont réussi à se brancher sur cette diffusion, combien vous m'avez manqué, puisque ça fait plus d'un an que nous ne sommes pas rencontrés. Ce que nous allons faire pendant 3 séances aujourd'hui, nous allons essayer de résumer pour vous l'histoire du XXe siècle, non pas la résumer, mais essayer de la comprendre. L'histoire du XXe siècle, de la Première Guerre mondiale jusqu'à la pandémie qui nous frappe, étant donné que j'ai tendance à penser que la Covid qui parcourt le monde marque peut-être la fin du XXe siècle. Cette étude, cette recherche de sens pour le siècle va être en 3 temps. Aujourd'hui, nous allons essayer de généraliser l'évolution et de voir les traits marquants du XXe siècle. Et puis, nous verrons ensuite, dans un deuxième temps, comment ce siècle a été le siècle des États-Unis, la domination des États-Unis sur le monde, en même temps, et les deux choses sont bien sûr liées, que le siècle du pétrole, de l'automobile et de l'avion. Le pétrole, l'automobile, l'avion ayant été des instruments de la domination des États-Unis sur le monde. Dans un troisième temps, enfin, nous essaierons de voir l'évolution générale des idées sur le monde. J'ai noté en titre l'ébranlement des patriarcats et les revanches de la nature dominée. Ça comprend les féminismes, ça comprend toutes sortes de choses, ça comprend bien sûr les événements climatiques et épidémiques que nous vivons aujourd'hui. Voilà comment je présenterai cela. Alors, aujourd'hui, nous reviendrons tout à l'heure sur la chronologie. Je voudrais commencer en vous montrant une image qui n'est pas tout à fait récente, puisqu'elle a à peu près 1 an. Il s'agit d'une tentative MapMonde qui montre l'origine des séquences génétiques et des probables importations du virus d'un pays à l'autre. Cette image est déjà un peu ancienne, elle date déjà, mais elle est intéressante justement à cause de cela. Elle date d'à peu près 1 an. Elle est sans doute la situation en avril dernier, en plein cœur de la première phase. Et ce qui m'a beaucoup frappé en regardant cette image-là, c'est qu'elle est une image très sensible, très visible, très directe de ce que peut être la mondialisation. Vous voyez que les circuits du virus sont dans des pôles, essentiellement le pôle atlantique, entre l'Amérique du Nord et l'Europe. C'est là où il y a les circulations les plus fortes, et puis les circulations, bien sûr, entre la Chine, l'origine du virus, et le reste du monde, alors que, c'était il y a 1 an, l'Amérique latine, l'Afrique sont moins touchés par le virus parce que l'Amérique latine et l'Afrique sont moins dans les grands courants mondiaux que ne le sont l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Australie et l'Asie du Sud-Est, Chine, Japon, etc. Donc c'est bien ce que dit cette image de la pandémie, c'est bien une image du monde. Et nous allons partir de là, et notre aboutissement sera, bien sûr, au bout de la pandémie actuelle, l'analyse de cette pandémie, pour essayer de la comprendre. Dans un premier temps, aujourd'hui, je reviens ici à la chronologie que j'ai montrée tout à l'heure. J'ai esquissé une chronologie de la totalité du XXe siècle, que j'ai appelé les événements du siècle, et que j'ai esquissé très schématiquement, bien sûr, parce que résumé en 4 ou 5 pages, peut-être une centaine de dates, l'évolution du siècle n'est pas possible. Mais
c'est forcément un choix, et un choix qui en lui-même est toujours discutable. Vous pourrez toujours trouver d'autres événements, d'autres dates importantes que j'aurais pu oublier. Si l'on cherche à rythmer le XXe siècle, il me semble que les grandes étapes de ce siècle, c'est peut-être dans un premier temps et très largement calculé ce que beaucoup d'historiens ont appelé la guerre de 30 ans, c'est-à-dire une période qui réunit les deux guerres mondiales, guerre de 30 ans, 14-44, là sont les 30 ans, et qu'en analysant comme une seule séquence chronologique cette effroyable période puisque, inutile d'insister sur ce thème que vous connaissez bien et qui est bien connu, mais guerre de 30 ans, on estime que, je rappelle, Première Guerre mondiale, 74 millions de mobilisés, sans doute 10 millions de morts militaires et peut-être autant de morts civiles, 21 millions de blessés. Il faudrait ajouter la grippe espagnole qui a été plus meurtrière que ne l'est actuellement la Covid à la fin de la guerre en 1918-1919. Il faudrait rappeler que la Seconde Guerre mondiale a été plus effroyable encore. Sans doute 60 millions de morts, mais là, plus de civils que de militaires, 22, 25 millions de morts militaires, 40 à 50 millions de morts civiles. Est-ce besoin d'ajouter et de signaler, bien sûr, l'extermination des Juifs, 6 millions sans doute de Juifs exterminés, avec des pays plus touchés que d'autres. La Russie a sans doute perdu 25 millions de personnes, civils et militaires. L'Allemagne, entre 6 et 8. La France, 570 000. Donc, le siècle commence par un affrontement de 30 ans au cœur de l'Europe. Affrontement entre des nations. Je rappelle que les nations qui s'affrontent sont en gros à peu près les mêmes dans la Première et la Seconde Guerre mondiale, les nations qui s'affrontent. Donc on a un affrontement très durable de nations, d'empires d'abord en 14, puis de nations, et cet affrontement au cœur de cet affrontement de nations naît comme un monstrueux cancer, ce qu'on pourrait appeler les totalitarismes. Je le dis au pluriel, c'est à la fois tout le courant nazi-fasciste, l'Italie fasciste, l'Allemagne nazie depuis 1933, l'Italie un peu auparavant, mais c'est aussi le totalitarisme stalinien qui est d'un autre ordre. Je ne mêle pas, bien entendu, les choses, je connais bien les différences et les distinctions à faire entre le totalitarisme soviétique et le totalitarisme nazi, mais il reste qu'il s'agit de régimes totalitaires. Ça veut dire que les populations sont privées de liberté, ça veut dire que ce sont des régimes autour d'une idéologie, ou d'idéologies bien différentes, construits autour d'idéologies, et que ces régimes prospèrent et provoquent ensuite, sont au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Donc on a un premier temps, cette guerre de 30 ans, et cette guerre de 30 ans qui a aussi l'originalité de marquer, et ça nous y reviendrons dans la deuxième séance de manière beaucoup plus ample, de marquer l'entrée sur la scène internationale des États-Unis. Les États-Unis deviennent une grande puissance mondiale à cette occasion, quand en 1917, les États-Unis du président Wilson entrent dans la Première Guerre mondiale en soutien, en aide aux alliés français et anglais. Et à partir de cette date, 1917, les États-Unis vont jouer le rôle
de première grande puissance mondiale, même s'ils entrent dans la Seconde Guerre mondiale aussi avec un peu de décalage par rapport à son début. C'est en 1941 qu'attaqués par le Japon, ils entrent dans la Seconde Guerre mondiale. Mais dorénavant, ce moment marque l'entrée des États-Unis, alors que jusqu'alors, le monde était gouverné par l'Europe. Dorénavant, il y a une nouveauté fondamentale, le rôle des États-Unis, et quel rôle, non seulement économique, mais politique, militaire, etc., sur le monde. Nous le reverrons dans la deuxième séance de manière tout à fait approfondie. Donc, premier temps, cette guerre de 30 ans que j'ai cherché ainsi à caractériser. Deuxième temps de la chronologie des événements du siècle, après la Seconde Guerre mondiale, il y a, pendant à peu près une quarantaine d'années, un peu plus peut-être, il y a un face-à-face entre les États-Unis et leurs alliés d'un côté, face à l'URSS et ses alliés de l'autre. Ce qu'on appelle la guerre froide, puis qui se transforme en coexistence pacifique. Mais l'affrontement est toujours là, quelles que soient les formes. Quelles que soient les formes de cet affrontement, c'est quelquefois des formes. Il n'y a jamais de guerre ouverte entre l'URSS et les États-Unis, mais par exemple, en Corée, les Américains, Corée du Nord, Corée du Sud, les Américains se battent contre les alliés de l'URSS. Il y a donc un affrontement sur beaucoup de lieux du monde, Corée 50-53 par exemple. Affrontement, d'abord guerre froide où on ne se parle pas, puis après on se parle. Mais on peut dire que entre la conférence de Yalta, 1945, où en gros l'URSS et les États-Unis se rencontrent, se parlent, et puis après ils ne se parlent plus, et puis les années jusque vers 1989, 89, date fondamentale pour moi, c'est la chute du mur de Berlin, et c'est le début de la fin de l'URSS. Début de la fin de l'URSS qui va s'effilocher années 90 et pratiquement disparaître maintenant pour se transformer Russie, etc. Mais le bloc de l'Est s'effrite et disparaît comme puissance. Donc on a un face-à-face de Yalta jusqu'à la fin du bloc de l'Est, et ce face-à-face entre deux mondes, deux modèles, le modèle libéral américain, le modèle soviétique, va se traduire dans de nombreuses régions du monde par des affrontements. C'est la période, par exemple, de la guerre du Vietnam. Nous en reparlerons aussi en parlant des États-Unis, certainement. C'est la période aussi de la décolonisation. C'est la grande période où, parallèlement à ce face-à-face entre les États-Unis et l'URSS, la quasi-totalité des empires coloniaux explosent et que les colonies deviennent des États indépendants. C'est enfin, c'est le troisième phénomène majeur de la période, c'est enfin le moment de ce qu'on a appelé la grande croissance, ou les 30 glorieuses, 1950, 1980, si vous voulez à peu près tailler large, hein, les 30 glorieuses, c'est-à-dire l'entrée du monde dans une accélération économique de la production et des échanges tout à fait considérable. Hein, et malgré l'affrontement Est-Ouest, il y a cette croissance accélérée et une forme de mondialisation qui s'exprime dans la période. Enfin, la troisième phase, j'ai essayé de diviser à peu près en trois ce siècle. La troisième phase de ce siècle, ça commence donc avec l'effondrement de l'URSS, symbolisé par 1989, le mur de Berlin, le mur qui coupait Berlin en deux, qui symbolisait le partage du monde en deux blocs, bloc soviétique, bloc américain. C'est le moment
c'est le moment où le conflit, où on semble que, on croit à cette époque qu'il n'y aura plus de conflit. Moi, ça me frappe beaucoup, par exemple, un tout petit détail pour l'illustrer. Dans les années 90, exactement en 93, une institution française, une institution militaire française qui s'appelait l'École de guerre, et qui est une très très vieille institution qui formait tous les officiers supérieurs appelés à exercer des responsabilités dans l'armée. Et cette école de guerre, qui est une très vieille institution, encore une fois, s'arrête, ou plutôt change de nom, et s'appelle Collège interarmé de défense. Alors c'est intéressant, mais en 2011, on est revenu à l'école de guerre. Nous en reparlerons peut-être, mais en 2011, de nouveau, l'école de guerre a repris son nom, mais entre 1993 et 2011, ça s'est appelé Collège interarmé de défense, comme si on ne pouvait plus envisager de faire la guerre. C'est ainsi que on peut le montrer. Donc il semble, il y a même un philosophe américain, Fukuyama, qui a prédit que c'était la fin de l'histoire. La fin de l'histoire parce qu'il pensait que, faute de guerre, si je puis dire, faute d'affrontement, l'histoire s'arrêtait. En même temps, c'est vrai que la fin de l'affrontement a signifié, par certains côtés, la fin des idéologies. C'est-à-dire que le communisme, le marxisme, qui marquait les sociétés, et qui marquait l'affrontement gauche-droite, par exemple dans un pays comme la France, mais pas seulement en France, a été beaucoup moins important, une forme de fin des idéologies, une forme fin de la culture des conflits. C'est en même temps, et c'est très significatif, en même temps, dans le même moment, début années 90, c'est l'invention d'Internet. Et c'est tout à fait intéressant parce que au moment où justement le monde n'est plus ainsi divisé en deux blocs antagonistes, l'Est et l'Ouest, l'opposition entre l'Est et l'Ouest, au moment où s'effondre l'Union soviétique, au moment où une culture du conflit disparaît, c'est le moment où le numérique, je veux dire comme ça de manière extrêmement large, le numérique prend son essor, l'invention d'Internet, très compliqué de donner une date précise pour l'invention d'Internet, mais c'est dans les années 90 que progressivement ça va commencer à fonctionner. Et donc un autre monde où le numérique, et vous savez où l'on est maintenant, un autre monde va apparaître. En même temps, le monde n'est plus organisé simplement comme il l'était jusqu'alors, ou en apparence simplement comme il l'était, autour de deux grands pôles. Le pôle autour du grand pôle, le pôle autour du RSS et ses clients, le pôle autour des États-Unis et de ses nombreux clients, avec des alliances dans tous les sens. Mais de nombreux autres pôles apparaissent. On peut en rappeler deux essentiels. Le pôle chinois. Alors, la Chine est communiste depuis 1948, mais la Chine s'affirme comme une grande puissance à la fin du XXe siècle. Et depuis, elle a mis les bouchées doubles pour devenir une très très grande puissance et rivaliser avec les États-Unis. Mais la Chine apparaît dorénavant, non seulement elle apparaît de moins en moins progressivement comme quelque chose, comme une force idéologique à la remorque de l'URSS, puisque la Chine est d'abord une Chine communiste, mais elle apparaît comme une puissance dans le jeu des puissances, production, échange, capitaux, etc. Il y a donc la Chine et il y a aussi l'Europe qui apparaît de plus en plus. Alors l'Europe, toute l'histoire de l'Union européenne que vous connaissez depuis le traité de Rome, et donc les années 1950. Mais c'est à la fin du siècle que s'affirme une zone, une monnaie européenne,
avec l'euro est que progressivement, l'Europe collectivement peut-être, même si c'est toujours difficile pour l'Europe, on le voit encore tout récemment avec le Brexit, l'Europe apparaît de plus en plus comme une puissance. Il y a donc une... Et puis aussi, il y a d'autres puissances qui aspirent à le Japon déjà ancienne, l'Amérique latine, même si ces puissances sont toujours plus ou moins en devenir. Il reste que, donc, 3 grandes phases dans le siècle, la guerre de 30 ans, le face-à-face États-Unis-URSS, et puis une 3e phase avec un peu un éclatement du monde et une incertitude du monde. Et dans cette incertitude, pas que je l'oublie, l'apparition bien sûr du terrorisme et le rôle du terrorisme, qui n'est pas complètement une nouveauté, le terrorisme. Ça a toujours plus ou moins existé sous des formes différentes. Il y a eu les empereurs, les tsars russes ont été affrontés à des anarchistes extrêmement violents tout au long de la fin du XIXe siècle, plus exactement. Mais le terrorisme est de plus en plus important, bien sûr, à la fin du XIXe, à la fin du XXe, et encore plus au début du XXIe siècle, au début de notre siècle. Et les affrontements, donc, changeant de sens, puisque le terrorisme de nature islamique n'est pas du tout un terrorisme politique au sens traditionnel jusqu'alors du mot, ou comme c'était dans la période précédente. Cependant, si ce qui unifie, s'il y a 3 temps, si on peut estimer qu'il y a 3 temps, comme je l'ai montré ici, sur la durée totale de la période, sur le siècle, s'il y a un phénomène qui est constant, c'est ce qu'on peut appeler la globalisation du monde. La globalisation du monde, c'est-à-dire que, avec des moments où c'est moins fort, la crise des années 30 par exemple, le commerce mondial a chuté. Les guerres, bien sûr, le commerce mondial dans les guerres a été nécessairement inexistant. Mais globalement, le monde est devenu un monde, et c'est symbolisé par Internet, bien sûr. La métaphore d'Internet qui fait que les circuits entre tous les pays du monde, non seulement les États, mais tous les individus sont possibles actuellement directement sur ce qu'on appelle la toile. C'est ce cheminement-là qui est bien sûr le cheminement essentiel du siècle et qui explique d'ailleurs que quand il y a une pandémie, elle est nécessairement mondiale. Et elle ne peut pas s'arrêter. Elle ne peut pas s'arrêter puisque dorénavant, le monde est devenu global. C'est le phénomène le plus constant de la période. Ça, c'était le premier temps que je voulais aborder dans cette première séance. Dans un deuxième temps, je voudrais aborder un des points particuliers de l'évolution du XXe siècle, c'est la permanence et la multiplication, non permanence, mais la multiplication des nations. Multiplication des nations, cette carte du monde en 14, il y a dans le monde une 50aine de nations. Je dis nation et je vais chercher à définir le terme dans un moment parce que c'est un point très important pour la période. Une 50aine de nations parce que vous voyez, par exemple, dans la période, s'il y a 25 à peu près nations européennes, il y a 21 nations dans le continent américain, nord et sud américain, à peu près 21 nations.
5 nations indépendantes totalement en Asie. Mais par exemple, en Afrique, il y a 2 nations indépendantes en 14, que sont l'Empire d'Éthiopie, où règne le Négus, c'est le nom de l'empereur éthiopien, indépendant jusqu'en 35-36, où le territoire sera conquis par l'Italie, et le Libéria, petit État construit par des esclaves libres des États-Unis, qui ont construit le Libéria et qui reste le seul État indépendant d'Afrique, puisque toute l'Afrique est colonisée par, vous voyez en bleu ici, la France, ou en vert, entre le Caire et le Cap, tout l'axe britannique qui s'exprime tout au long de l'Afrique. L'Empire des Indes, je n'ai pas compté les dominions de l'Empire britannique comme des nations indépendantes. Sont les Indes, c'est le Canada même qui est un dominion, c'est l'Afrique du Sud, etc. C'est l'Australie, toutes sortes de territoires qui vont devenir, qui sont en fait déjà des États pratiquement indépendants, mais qui appartiennent encore à la couronne britannique. Alors, ceci d'ailleurs est une évolution dont il faut souligner, jusqu'alors, il y avait beaucoup plus d'entités étatiques. Je n'utilise plus volontairement le mot nation. Si je regarde la carte de l'Europe en 89, à la veille de la Révolution, il y avait en 1789, à la veille de la Révolution française, 300 États souverains en Europe. Ces 300 États souverains, c'était un duché, un évêché, une ville libre, etc. Multiples États. L'Italie était, je ne sais pas, il y avait 15, 20 États en Italie, souverains. Il y avait un émiettement, héritage du Moyen-Âge, considérable, mais ce n'étaient pas des nations. 300 États souverains, et encore, au moment du Congrès de Vienne, en 1815, après les grands traumatismes, les grands bouleversements amenés par la Révolution et l'Empire, en 1815, il y avait encore une soixantaine d'États souverains. Alors, après, progressivement, le nombre des États a plutôt diminué. Par exemple, l'Italie est devenue... il y a eu l'unité italienne, il y a eu l'unité allemande. Donc, il y a eu une réduction du nombre des États, ce qui explique qu'en 14, je l'ai dit il y a un instant, il y ait une cinquantaine d'États, dont 25, l'essentiel de ces États, la moitié à peu près, sont en Europe. Progressivement, le nombre des États va augmenter parce que la guerre de 14 provoque l'éclatement d'empires, je vais y revenir tout à l'heure, dans le détail, provoque l'éclatement des empires et provoque la naissance de nouveaux États, par exemple, entre beaucoup d'autres, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, etc., pour prendre des exemples européens. Donc, progressivement, de nouveaux États apparaissent. Il y a 76 États en 1932 et en 1945, le nombre des États est autour de 70 États au total en 1945. Les membres fondateurs de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, sont une cinquantaine de fondateurs, parce que les vaincus ne sont pas parmi les fondateurs, mais une cinquantaine de fondateurs de l'ONU. Et puis après, c'est l'explosion. Je disais autour de 70 États en 1945. Si je vous trouve une carte actuelle, une carte politique du monde actuelle, la carte politique du monde vous montre l'émiettement, et on comprend très vite qu'entre-temps, il y a eu les indépendances, la fin des empires coloniaux, par exemple. Vous voyez là, s'il n'y a plus la simplicité de la carte africaine avec les possessions françaises et anglaises, mais il y a de multiples États issus de la colonisation qui sont délivrés de la colonisation, et progressivement,
on arrive à la situation actuelle où on compte dans le monde 197 États souverains. L'augmentation est considérable. 197 États souverains, il y en a 193 de ces États qui sont représentés à l'ONU. Il y a des situations un peu complexes sur lesquelles qui ne sont pas intéressantes, sur lesquelles je passe. Par exemple, le Vatican est un observateur, c'est un État, le Vatican. Un État dont le chef est le pape, bien sûr. Mais il est un État un peu différent des autres, ce n'est pas un État-nation. Et il est représenté à l'ONU, mais il n'est pas membre de l'ONU. Donc il y a quelques exemples. La Palestine, par exemple, aussi. Les Palestiniens ne sont pas représentés, sont représentés à l'ONU, mais ne sont pas un État souverain exactement au sens propre. Donc 197 États, dont vous voyez de la diversité ici. Alors il faut s'interroger sur ce que sont ces États, États-nations, et pourquoi le succès de cette forme est un succès tout à fait étonnant de volonté d'exister. Ça m'a beaucoup frappé en visitant le camp de Mauthausen en Autriche, un camp de concentration, de voir que dans ce camp, il y avait des monuments élevés par des pays qui n'existaient pas à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils étaient englobés dans ensemble plus vaste, ou dominés par l'Allemagne, et qui avaient voulu quand même que leur existence fantomatique à l'époque, leur existence morale, soit manifestée quand le camp avait été construit. La Slovénie, je crois, et d'autres États étaient dans ce cas-là. Alors, la nation semble être une persistance du monde, et c'est une des idées fortes du XXe siècle. Hein. C'est mon sujet aujourd'hui. Je l'ai montré en montrant cette explosion du nombre des nations, alors que je relisais, pour vous en parler, des textes de Staline, qui était réputé être spécialiste des nationalités, des textes de Lénine, qui expliquaient que la nation était une forme dépassée, correspondant à un état du capitalisme, mais qui allait disparaître, et que la seule véritable perspective vers laquelle on se dirigeait, c'est un internationalisme. D'ailleurs, vous savez que le champ de la gauche, reste quelquefois l'international. Or, il semble bien, c'est le constat que je fais, que la nation soit le phénomène absolument indépassable de ce XXe siècle. Alors, l'État-nation, si l'on regarde ses origines, je me sers ici, il y a un livre récent de l'historien Pascal Horry sur la nation, sur l'histoire de la nation, qui vient de paraître il y a quelques mois à peine chez Gallimard dans la bibliothèque des histoires. Pascal Horry sur la nation, édition Gallimard. On peut dire qu'il y a eu 4 révolutions dans l'histoire qui ont fondé ce qu'on appelle la nation. D'abord, au XVIe siècle, très ancien, mais la proclamation de l'indépendance des Pays-Bas. 1581, bon, peu importe ici, ce n'est pas mon sujet, mais ça s'appelle l'acte de la Haye. Les États généraux, et le mot États généraux va être repris ensuite en France, au moment de la Révolution française, proclament l'indépendance des Provinces-Unies. Provinces-Unies déclarent leur indépendance face à l'époque à l'occupant espagnol. Donc il y a un groupe de gens qui s'émancipent. C'est une des origines. Deuxième origine, en Angleterre, ce qu'on appelle la Glorieuse Révolution. Nous sommes au XVIIe siècle, 1688-1689. La Glorieuse Révolution en Angleterre
Jacques II est renversé, on fait appel à Guillaume d'Orange, c'est-à-dire des Pays-Bas, et à Marie, son épouse, peu importe ici, et on déclare les droits, la déclaration des droits et des droits nationaux. Le roi ne peut pas être catholique, bon, etc. Une sorte de droits qui sont affirmés à cette date. Donc les droits, les nations naissent des droits des populations à s'émanciper d'une tutelle. Troisième source essentielle, la déclaration d'indépendance 1776 des colonies anglaises d'Amérique. Colonies anglaises d'Amérique, j'y reviendrai dans la deuxième séance, révoltées contre leur tutelle britannique, et la déclaration d'indépendance, d'autonomie d'une population qui se révolte, ici les 13 colonies, contre leur tutelle. Et là aussi, un appel à la liberté et au bonheur. La volonté de liberté et de bonheur pour les États-Unis. Enfin, bien entendu, la quatrième source de la nation, c'est bien sûr la Révolution française. Il suffit ici que je cite, mais c'est fondamental bien sûr, l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme, le principe de 89, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane. Donc, toute la souveraineté réside dans la nation, c'est-à-dire un groupe de personnes habitant un territoire. La souveraineté réside dans la nation, alors que jusqu'alors, la souveraineté était détenue de manière héréditaire par un souverain. Dans la quasi-totalité des cas, la nation s'insurge contre une souveraineté qui est une souveraineté monarchique. Monarque, roi, empereur, etc. Elle s'insurge contre une souveraineté monarchique pour y substituer le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, c'est-à-dire l'ensemble des personnes assemblées, et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a affirmé que tout individu a droit à une nationalité. Donc, à partir de là, toute une série de mouvements, tout au long du XIXe siècle, va s'appuyer sur ce corpus de doctrine, les quatre sources, que je rappelle encore une fois, les Pays-Bas au XVIe siècle, l'Angleterre au XVIIe, États-Unis, déclaration d'indépendance 1676, et bien sûr la Révolution française, pour affirmer les nations. Et beaucoup de philosophes vont ensuite développer l'idée que la nation, bien sûr, il y a deux parties dans la nation. Il y a d'une part le phénomène de la nation assemblée. La nation assemblée qui a la souveraineté. Mais la nation assemblée qui exerce la souveraineté ne vient pas d'en haut mais d'en bas, si vous voulez. Jusqu'alors, la souveraineté venait d'un souverain dont on disait qu'il était l'élu de Dieu. Et donc la souveraineté était verticale. La souveraineté maintenant vient d'en bas. La souveraineté vient d'en bas et s'exprime par le peuple. Et qu'il faut bien un organe qui permette
à la population qui permettent, donc c'est l'État, mais un État qui est un représentant. Donc il faut imaginer des systèmes ensuite par rapport à cela. Un État qui représente la nation et qui, j'utilise ici les théories d'un philosophe britannique très important qui s'appelle Jeremy Bentham, qui a vécu à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, qui a théorisé l'idée que l'État doit assurer le bonheur de toute la population et garantir les libertés individuelles. Le bonheur de toute la population, les libertés individuelles, c'est ce qu'on appelle quelquefois la pensée utilitariste que Jeremy Bentham a posée. Ensuite, il y a eu, toujours en Angleterre, John Stuart Mill, qui a, un peu plus tard, au XIXe, qui a théorisé la démocratie représentative. Et donc, il s'agit de construire ainsi un État-nation, nation représentée par un État qui l'exprime. Alors, à partir de là, et c'est tout le cours du XXe siècle, on va construire des nations. Exemple, après la guerre de 14, les traités, il y a toutes sortes de traités, le traité de Versailles essentiellement, mais pas seulement, et le traité de Versailles inclut dans le traité de Versailles le pacte de la Société des Nations. Le terme même de Société des Nations est tout à fait significatif et important. Société des Nations, qui était une partie du traité de Versailles. La Société des Nations exprime ainsi la fin des grands empires. Ce qui se passe, si vous voulez, après la guerre de 14, c'est que, et là je peux vous montrer aussi des cartes qui le montrent bien, si on regarde quelle était la situation de l'Empire austro-hongrois. Vous voyez sur la carte que vous voyez là, il y a d'une part la totalité de l'Empire austro-hongrois, ici, et puis, tel qu'il était en 14, mais l'Empire austro-hongrois de 14 éclate, puisque l'Autriche est parmi, avec l'Allemagne, les vaincus de 1918, et que cet empire qui éclate, il restera la petite Autriche, dont je vous suis ici les contours, une Hongrie très largement réduite. D'ailleurs, les Hongrois protestent toujours contre le traité de Trianon. C'est exactement le traité de Trianon qui a décidé des frontières de la Hongrie, et avec la naissance de nouveaux États. Alors, naissance de nouveaux États, vous en voyez un ici qui apparaît, c'est la Tchécoslovaquie. L'exemple de la Tchécoslovaquie est tout à fait intéressant. La Tchécoslovaquie, c'était une région de l'Empire austro-hongrois, avec d'une part à l'ouest les Tchèques, autour de Prague, et dans la région tchèque de l'Empire austro-hongrois, les classes dirigeantes parlaient allemand. Les classes dirigeantes, même la littérature, la haute société était très largement germanisée, alors que la Slovaquie, ici, dépendait de la Hongrie. Et il y avait aussi une magyarisation du nom des Magyars, qui sont réputés habiter la Hongrie, une magyarisation de la Slovaquie. Ces deux États, il y a eu une renaissance nationale encore plus forte dans la partie tchèque, ça s'appelle la Bohème. Dans la partie tchèque, c'est-à-dire dans la Bohème, une reviviscence nationale de la langue tchèque, de la culture tchèque, tout au long du XIXe, de même aussi en Slovaquie, un peu moins marqué, mais de même aussi en Slovaquie. Et pendant la guerre, alors que
il y avait des soldats tchèques et des soldats slovaques qui combattaient dans les armées autrichiennes, hein, aux côtés des armées allemandes, hein, contre la France et l'Angleterre. Il y a eu un conseil national installé en Angleterre avec Thomas Masaryk, un conseil national tchécoslovaque. Les deux entités se sont réunies pour affirmer aux côtés des Alliés leur désaveu de leur tutelle nationale jusqu'alors, la Hongrie et l'Autriche, et même une légion de volontaires tchécoslovaques a combattu du côté 90 000 volontaires tchécoslovaques ont combattu aux côtés des Alliés. Et dès 1918, on a proclamé l'indépendance à Prague, et après ensuite en Slovaquie. Alors le problème, bien sûr, c'est intéressant aussi, c'est que pour poursuivre cette histoire jusqu'au bout de la Tchécoslovaquie, c'est que la Tchécoslovaquie créée donc en 1918, avec à peu près 14 millions d'habitants en Tchécoslovaquie, soutenus par la France, l'Angleterre, etc., englobée dans cette partie que je vous montre ici, la partie qui est frontière avec l'Allemagne, qu'on appelle géographiquement la région des Sudètes, une population de langue germanique, une population en fait allemande. Et que ça va être un des malheurs de la Tchécoslovaquie, que Hitler va réclamer l'annexion des Sudètes à l'Allemagne, et que la conférence de Munich en 1938, où la France était représentée par Daladier et l'Angleterre par Chamberlain, va en fait abandonner les Sudètes à l'Allemagne et abandonner la Tchécoslovaquie. Les Sudètes vont être rattachés autoritairement à l'Allemagne, et ça en est défini de la Tchécoslovaquie. Alors, la Tchécoslovaquie, ensuite, s'est relevée au lendemain de la guerre, mais occupée par l'URSS. La Tchécoslovaquie est devenue une démocratie populaire. On s'est arrangé pour qu'il n'y ait plus de population de langue allemande qui sont passées du côté allemand. Et puis, plus récemment, 1992, après la fin de la tutelle soviétique sur la Tchécoslovaquie et l'écrasement du printemps de Prague en 1968, plus récemment, en 92, il y a eu encore une séparation. Les Slovaques ont décidé, et les Tchèques ont décidé de se séparer. Et dorénavant, il y a deux États. Vous voyez que le national s'est encore autonomisé encore plus, hein, alors que les deux langues, il y a deux langues différentes, le slovaque et le tchèque, mais deux langues assez proches. Et dorénavant, il y a deux États, membres l'un et l'autre de l'Union européenne, la Slovaquie et la République tchèque, qu'on appelle quelquefois la Tchéquie. De même que, un peu dans le même sens, vous le voyez ici, toute la partie sud de l'Empire austro-hongrois, plus des États qui étaient indépendants déjà. La Serbie était déjà indépendante en 1914. Mais on a créé ici, dans toute cette partie de l'Empire austro-hongrois, un État nouveau, la Yougoslavie. La Yougoslavie telle qu'elle est créée, là, c'est les différentes nationalités extrêmement complexes dans l'espace yougoslave. On a créé une Yougoslavie royaume en 1919, royaume des Croates, des Serbes, des Slovènes, des Bosniaques, avec une mosaïque de nationalités, de langues assez complexe, et de religions, puisqu'il y a des parties musulmanes, le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine, en partie aussi en Macédoine. Il y a à la fois des nations très différentes. Là, vous savez que cet ensemble a explosé ensuite, a été tenu par Tito, allié à l'URSS, puis ennemi de l'URSS, mais peu importe ici.
mais en tout cas une république socialiste, un ensemble socialiste, qui a explosé ensuite dans les guerres, et ensuite on a retrouvé l'émiettement national, une Slovénie, une Croatie, une Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Kosovo. Le cas sur lequel je voudrais insister est celui de la Macédoine, parce que c'est un cas tout à fait extraordinaire, celui de la Macédoine que vous voyez ici. La Macédoine était une république, une ancienne république yougoslave de Macédoine. Elle appartenait à l'ensemble. Vous voyez qu'elle a une frontière très importante avec la Grèce. Lorsque la Yougoslavie a explosé, la Macédoine est devenue un État indépendant, donc nous sommes en 1991. Mais en 1991, qui s'est opposé à la Macédoine, ce sont les Grecs. Pourquoi les Grecs s'opposaient-ils à la Macédoine? Parce que les Grecs ne pouvaient supporter que le nom de Macédoine soit utilisé par la nouvelle République, République de Macédoine, parce que les Grecs estimaient que la Macédoine, c'était leur patrimoine national. Et il y a eu un conflit entre la Macédoine et la Grèce jusqu'à l'accord de 2019. Vous voyez, 1991, 2019, conflit entre la Grèce et la Macédoine. Et je rappelle un tout petit peu d'histoire, alors là, très très ancienne, puisque la Macédoine est le berceau d'Alexandre. Alexandre le Grand, son père Philippe de Macédoine, puis Alexandre, avec des conflits avec les cités grecques, mais aussi une alliance avec les cités grecques. Et donc la Grèce estimait que Macédoine, c'était le patrimoine grec, et que la République n'était pas fondée, la République de Macédoine n'était pas fondée à s'en réclamer. Alors, cette République de Macédoine, finalement, l'accord a été conclu avec l'idée que la République s'appelle République de Macédoine du Nord, ce qui laisse le nom de Macédoine utilisé par une région grecque, dans le nord de la Grèce, une région qui s'appelle la Macédoine. Et donc, ça permet à la Grèce d'affirmer que la Macédoine, c'est uniquement la Macédoine du Nord et que la Macédoine appartient toujours. Alors là, si vous voulez, c'est compliqué parce que en Macédoine du Nord, c'est un État un peu fragile quand même, parce que si on regarde les langues, 66% de macédoniens, une langue slave, le macédonien. Il y a 24% de la population qui parle l'albanais. L'Albanie est proche. Il y a quelques Grecs aussi. Il y a aussi des Turcs. Il y a 2 millions d'habitants. Et c'est très compliqué parce que il a fallu que la Macédoine abandonne le drapeau qu'elle voulait utiliser, où il y avait un soleil, le soleil de Vergina, qui était des rayons, 8 rayons sur fond rouge, un soleil jaune sur fond rouge. Et le soleil de Vergina était le symbole de la tombe de Philippe II, qu'on a retrouvée, qui est en Grèce, qui est dans la partie sud, et qui est en Grèce donc. Et les Grecs ne voulaient pas que la Macédoine s'empare du soleil de Vergina. Donc vous voyez que là, les nations ici, et on peut se demander sur quel fondement sont les nations, c'est extrêmement variable. La nation repose sur la langue, la nation repose de moins en moins parfois sur un passé historique, sûrement un passé historique. Regardez l'exemple français, où l'histoire quand même joue un rôle considérable dans la nation. Elle repose aussi sur un passé commun, bien sûr, l'histoire jouant un rôle essentiel.
mais avec des conflits permanents et aussi des formes. Si la souveraineté repose dans la nation, les formes politiques qui correspondent à cette souveraineté, alors il y a eu des formes extrêmes, allant jusqu'à des formes qui vont jusqu'au totalitarisme, puisque Hitler prétendait faire reposer l'Allemagne sur la race et sur la volonté ensuite de dominer le reste. La race, une race de dominants sur les autres. En général, maintenant, on évite bien sûr de fonder sur quelque chose qui ressemblerait à cela. La nation, ça repose beaucoup plus la langue, l'histoire, un passé commun. Il y a un texte très célèbre d'Ernest Renan, philosophe français du 19e. Ernest Renan, dans un texte des années 70, disait que la nation, c'est un plébiscite de tous les jours. C'est-à-dire c'est la volonté manifestée en permanence par les habitants d'un territoire de vouloir continuer à vivre ensemble. Mais la nation peut s'exprimer de manière extrêmement différente selon les lieux, la langue et l'histoire étant, me semble-t-il, quand même parmi les éléments les plus importants, et avec tous les conflits que ça peut représenter. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce phénomène national essentiel tout au long du XXe siècle, et il aurait fallu parler des nouvelles nations africaines, je n'en ai pas le temps aujourd'hui, des nouvelles nations africaines, des nouvelles nations issues de la colonisation et les difficultés qu'elles ont à trouver leur équilibre. Je voudrais maintenant évoquer un autre phénomène majeur du XXe siècle, qui est la population du XXe siècle, avec l'explosion des nations. C'est bien sûr l'explosion démographique qu'il faut marquer, bien entendu. Alors, les données chiffrées, je ne voudrais pas multiplier les données chiffrées, mais il y a quelques-unes qui sont indispensables. Il y a un tableau, j'espère que vous pourrez récupérer ces documents-là, un tableau de la population des grandes régions du monde. Ce tableau de la population des grandes régions du monde, il m'intéresse, il nous intéresse à plusieurs titres. D'abord, j'ai marqué JC, c'est au moment du début de notre ère, au moment de la naissance de Jésus-Christ. On a une population, on estime que la population du monde, au début de l'ère chrétienne, était autour de 250 millions d'habitants. 250 millions d'habitants. Elle a augmenté très lentement. Vous le voyez, en l'an 1257, en 1500, 458, le premier milliard est à peine atteint en 1800, 968 millions. On ne dépasse clairement le milliard qu'en 1900, où on est à 1,6 milliard à peu près à cette date. Je rappelle que actuellement, là j'ai marqué le chiffre de 2000, puis la projection en 2050. En 2000, on était à 6 milliards, on est à 7 et quelques. Aujourd'hui, peu importe la précision des chiffres, mais une augmentation, si vous voulez, très lente pendant un millénaire pratiquement. Et puis, au XXe siècle, on passe de 1,6 milliard à 7 milliards et quelques. Une explosion démographique considérable. Une remarque sur ces chiffres quand même, dans leurs détails. Vous les regarderez. Il faut remarquer que, par exemple, si on regarde la population de l'Amérique latine en 1500, c'est-à-dire avant que l'Amérique latine soit découverte, entre guillemets, par Christophe Colomb. 39 millions d'habitants avant la découverte. En 1800, la population de l'Amérique latine était encore de 19 millions, était inférieure à l'époque de la découverte. Si je dis cela, c'est parce que c'est un phénomène qui nous touche aujourd'hui. La découverte
de l'Amérique, l'arrivée des Européens en Amérique, a provoqué la disparition de 90% de la population américaine pour des raisons épidémiques. Les Européens ont apporté des virus, microbes, virus, peu importe, pour lesquels les Amérindiens, globalement pris, n'étaient pas immunisés, et ça a provoqué un désastre démographique épouvantable. Je répète, 90% de la population amérindienne a disparu. C'était une première mondialisation épidémique, si je peux dire, à laquelle il serait bon de penser aujourd'hui. Aujourd'hui, il se passe un phénomène un peu du même type. Il se passe un phénomène un peu du même type étendu à l'échelle mondiale. Bien. Ce que je voudrais dire aussi dans la durée, sur ces chiffres de croissance considérables, c'est que la population de l'Asie représente à peu près 60% de la population mondiale, ce qui était déjà le cas vers l'an 1000. Donc je veux dire que l'Asie a toujours été prépondérante dans la population mondiale. C'est un phénomène historique, même au début de notre ère, à la naissance de Jésus-Christ, l'Asie représentait les 2/3 de la population mondiale. Nous sommes tellement centrés sur notre histoire qu'on oublie. On connaît très mal en Europe, et moi le premier, on connaît très mal l'histoire de l'Asie. Et il n'y a même pas... on forme des profs d'histoire sans leur apprendre. Actuellement, il y a très peu en université de chaires sur ce sujet. Et pourtant, autre remarque, si je prends le total de ce que la statistique que j'ai vue appelle l'Occident. L'Occident sont réunis dans le terme Occident, Europe, Amérique du Nord, l'ensemble d'Amérique et l'Océanie. C'est-à-dire ce qui était peuplé à partir de l'Europe, en gros, a été appelé l'Occident. Il y a un moment très intéressant où l'Occident est le plus important en pourcentage, c'est en 1900. En 1900, l'Occident représente 37% de la population mondiale. C'est le moment de la grande domination de l'Occident sur le monde, et de l'Europe surtout d'ailleurs, de l'Europe sur le monde, avec 37% de la population. Actuellement, on est à 27%, donc une diminution assez sensible, relative, une diminution relative assez sensible. Donc ces chiffres évoquent bien l'évolution des différents grands ensembles. C'est la première chose que je voulais signaler. Ensuite, deuxième chose qu'il faut signaler, si je vous montre ici deux pyramides des âges, celle à gauche de la Chine, je vais grossir ici, celle à gauche de la Chine et celle à droite du Sénégal. Vous voyez, 2017, l'un et l'autre, j'ai pris un peu au hasard, peu importe. Vous voyez que la pyramide des âges de la Chine a une base plus étroite. Ça veut dire que c'est la politique de l'enfant unique qui se marque très clairement. Les générations qui ont... C'est les âges ici qui sont là. C'est-à-dire que là, on a ceux qui ont 40 à 44 ans, en millions, bien sûr. Et puis en bas, 0,4 ans, 5, 9 ans, etc. Donc elle est beaucoup plus large. Aux âges de 45 à 49 ans, il y a beaucoup plus de Chinois entre 45 et 49 ans qu'entre 0 et 4 ans ou entre 5 et 9 ans. La politique de l'enfant unique, on voit bien que elle a fait son effet depuis presque une cinquantaine d'années. Alors que si vous regardez la pyramide des âges du Sénégal, et qu'inversement, on a une base extrêmement large de la pyramide des âges, que ce soit du côté homme à gauche ou du côté femme à droite, c'est masculin, féminin
dans la construction des pyramides des âges, hein, et donc qui indique une natalité extrêmement forte. Et que si l'on regarde effectivement les données chiffrées, il y a un nombre encore, même aujourd'hui, en 2021, en Afrique, il y a une moyenne d'enfants par femme qui dépasse 4, alors qu'en Amérique du Nord, cette moyenne est inférieure à 2, 1,75 exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que il y a eu ce qu'on appelle la transition démographique, qui s'est produite inégalement selon les lieux, et cette transition démographique consiste dans la diminution d'abord de la mortalité. Et un pays comme le Sénégal, par exemple, a une diminution considérable de la mortalité alors que la natalité reste très forte. Si je prends d'autres exemples, on voit que, par exemple, un pays comme le Nigeria, d'une population considérable, il y a 201 millions d'habitants au Nigeria, avec une mortalité qui est devenue faible, 12 pour 1000, alors que la natalité est restée forte. Dans d'autres pays, en Afrique du Nord par exemple, après une diminution de la mortalité, la natalité a fini par suivre et la population commence à se stabiliser et à augmenter moins vite. Donc, l'évolution prévisible actuellement, c'est que le seul groupe de pays où la population augmente extraordinairement vite et va continuer à augmenter selon les prévisions dans les années qui viennent, c'est l'Afrique. Et que, alors que dans les pays comme par exemple l'Europe, la fécondité a considérablement diminué. Par exemple, dans l'ensemble européen, le taux de mortalité pour l'Europe actuellement est supérieur au taux de natalité. Ce qui veut dire en clair, si vous voulez, que les migrations de population sont un phénomène inéluctable. Les migrations de population sont un phénomène inéluctable puisque les vides des pays anciennement développés, les vides démographiques qui vont se creuser de plus en plus dans les années qui viennent, vont inévitablement attirer des populations des zones où les pleins sont extraordinairement importants. Autre chose sur ceci c'est très simple, hein, mais sur l'évolution de la population, phénomène majeur, phénomène qui touche l'ensemble des pays du monde, hein, et là les graphiques sont très clairs. Vous avez les deux courbes, la population urbaine depuis 1950 et la population rurale qui en 1950 était le nombre de gens vivant dans les campagnes étant globalement, parce que les définitions sont très différentes selon les pays, donc les statistiques sont difficiles à faire, hein, on est ici dans le très global, était en 1950 encore, pour l'ensemble du monde, supérieur à la population urbaine. Vous voyez que maintenant, c'est sans commune mesure. Hein. L'écart entre, là c'est 2050, là actuellement nous sommes en 2020, nous sommes à peu près ici. L'écart devient et deviendra de plus en plus grand avec véritablement des villes monstres. J'évoquais il y a un instant le Nigeria, mais la ville de Lagos, par exemple, est devenue une ville monstre, une ville inarrêtable, hein, dans son développement. On ne sait même pas d'ailleurs précisément comment on compte. Lagos, la ville a-t-elle 20, 30 millions d'habitants? On ne sait pas. C'est peut-être la ville la plus peuplée du monde, une ville comme Lagos. Hein. On croyait encore que c'était New York
ou Tokyo, non. C'est maintenant Lagos, le Caire et d'autres villes, et puis toutes les villes de l'Inde aussi, qui sont extraordinairement peu peuplées. La population, donc. Alors, il y a eu progressivement, si je résume ce que je vais dire, explosion de la population. Et explosion de la population que quand même la production a réussi à nourrir. C'est quand même un constat qu'il faut faire pour le XXe siècle. Hein. Qui aurait pu imaginer au début du XXe siècle qu'on pouvait nourrir une population presque 10 fois plus importante à la fin du siècle. Hein. La production a suivi et on a réussi à produire à peu près ce qu'il fallait. Cette population, progressivement, est sortie des rythmes naturels de la mortalité et de la natalité et de la fécondité. Ça veut dire qu'on a appris à soigner, et ça veut dire que la mortalité a diminué considérablement, que la mortalité infantile en particulier, les progrès de la médecine sont constants dans toute la période, et que progressivement, pas encore partout, il y a eu maîtrise de la fécondité. L'exemple chinois étant, bien sûr, l'exemple le plus important, le plus massif dans ce domaine. Et que, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer, pour l'évolution des mentalités, pour l'évolution des familles, pour l'évolution de la jeunesse, dont nous reparlerons dans la dernière séance. J'ai enfin, pour cette première séance, un dernier thème que je voudrais aborder dans le peu de temps qu'il me reste. C'est le thème de la mondialisation globale. Nous le retrouverons dans la prochaine séance, mais je voudrais quand même en dire quelques mots. Dans la... Et je voudrais m'aider d'une carte qui va nous permettre de poser l'évolution des problèmes dans ce domaine-là. C'est la carte de la mondialisation telle qu'on pouvait la cartographier pour 1914. Alors c'est une carte un peu complexe, difficile à lire, j'imagine, sur vos écrans, même si je la grossis un peu. Les petits carrés que vous voyez là, c'est les investissements étrangers. Et les investissements, quand c'est en rouge, c'est des investissements anglais. Quand c'est en bleu, c'est des investissements français. Là sont par exemple les investissements, on est en 14, hein, investissements en Russie, avec les énormes investissements français, c'est les fameux emprunts russes. Hein. Les chemins de fer russes, avant 14, ont été construits par des capitaux français. Vous voyez ici, par exemple, pour l'Afrique, des capitaux qui viennent de France, d'Angleterre, etc. Et même aux États-Unis, il y a encore des capitaux anglais aux États-Unis, même si on commence à voir des capitaux américains au Mexique, par exemple. Hein. Encore en 14, ce qu'on voit très clairement en 14, c'est que le pays qui domine le monde, c'est l'Angleterre. On est dans le temps du charbon, des chemins de fer, de la bourse britannique, de la révolution industrielle fondée sur le charbon, la machine à vapeur, avec, par exemple, l'économie mondiale s'est construite avec la navigation à vapeur. La navigation à vapeur, c'est le milieu du 19e siècle. Hein. Quand les locomotives sur terre, les bateaux à vapeur sur mer, et puis ensuite, même invention, par exemple, hein, exemple d'une mondialisation, l'Argentine a pu écouler vers la fin du 19e sa production de viande, dont elle a été spécialiste dans les grands espaces argentins, dans la Pampa. L'Argentine a pu écouler sa viande parce que on a inventé le bateau frigorifique.
Et le bateau frigorifique a permis, à ce moment-là, il n'y a pas encore de ligne régulière en avion, hein, le bateau frigorifique a permis de conserver la viande et l'Argentine d'exporter cela. Donc progressivement, on a un ensemble commandé par l'Angleterre, avec des traités imposés, par exemple, ce qu'on appelle les traités inégaux. Les grandes nations européennes, Angleterre, France, Allemagne, Belgique, etc., imposent au monde, je pense à la Chine par exemple, hein, des traités inégaux où le commerce occidental est très largement favorisé, très largement favorisé. Et les empires coloniaux sont construits ainsi, avec les grands empires coloniaux. J'ai montré tout à l'heure, je le rappelle simplement ici, l'empire colonial, les empires coloniaux anglais et français qui se partagent l'essentiel de l'Afrique. Il faut y ajouter le Congo belge, par exemple, pour massif. Mais traités inégaux aussi, donc domination de l'Afrique. Et les investissements à l'étranger sont considérables. À la fin du XIXe siècle, le Royaume-Uni investit plus la moitié de son épargne à l'étranger. Et vous le savez, par exemple, c'est le coton en Égypte ou en Inde, et ce coton d'Égypte ou d'Inde alimente les machines textiles de Manchester, les usines textiles de Manchester pour fabriquer du tissu, par exemple. Cette première mondialisation s'appuie sur une circulation accrue. J'ai évoqué les bateaux à vapeur. Circulation accrue sur toutes les mers du globe, avec l'importance de l'ouverture du canal de Suez en 1869 et l'ouverture du canal de Panama qui permet de passer directement du Pacifique de l'Atlantique au Pacifique en 1914. Donc, sur toutes les mers du globe, la marine à vapeur transmet les produits. La direction de l'économie mondiale est à Londres. La bourse de Londres, la City, la bourse de Londres et la livre sterling est sans doute la monnaie appuyée sur l'or, la monnaie la plus importante au monde, et l'organisation du monde est là. Alors, ce qui se passe ensuite, et ça nous le verrons dans la seconde séance de manière beaucoup plus détaillée. Excusez-moi, je voudrais ajouter quelque chose, excusez-moi. Dans le même temps, il y a eu une émigration européenne considérable. C'est-à-dire que, entre 1850 et 1914, sans doute plus de 50 millions d'Européens sont partis outre-mer. Et vous le savez, ces Européens, Irlandais, Allemands, Italiens, Français un peu moins, ont peuplé États-Unis, Canada, etc. Hein. Australie, Afrique du Sud. Hein. Donc ça a été accompagné aussi par une exportation de population, si je puis dire, le trop-plein de population. Et cette exportation de population a permis la conquête de nouvelles terres, la mise en valeur, comme on disait alors, de nouvelles terres, en particulier aux États-Unis, et la constitution aussi, je l'ai dit, d'immenses empires coloniaux. Alors, ce système organisé autour de l'Angleterre, organisé autour de la France ensuite en second lieu. Les grandes puissances de l'époque, c'est en 14, Angleterre, France, Allemagne, c'est à peu près ainsi l'ordre de grandeur. Hein. La Russie étant une puissance en devenir, le Japon étant très largement une puissance en devenir. Mais il y a un nouveau venu
qui va progressivement, c'est toute l'histoire du XXe siècle, qui va se substituer à l'Europe. Et l'idée est simple, si vous voulez. Alors que les nations européennes, c'est une histoire que nous voulons un tout petit peu de raconter, alors que les nations européennes se déchirent et s'affaiblissent à n'en plus finir dans une guerre que j'ai appelée une guerre de 30 ans, entre 1914 et 1944, alors qu'elles s'épuisent et que beaucoup des nationaux de ces nations européennes meurent sur les champs de bataille, et que les destructions l'emportent, destruction du potentiel industriel l'emporte, il y a un nouveau pays qui apparaît, ce sont les États-Unis. Et les États-Unis, c'est toute l'histoire du XXe siècle, vont se substituer, si l'on regarde, après cet état si je regarde quelle est la situation aujourd'hui, on aura une organisation du monde. C'est un schéma qui a été fait pour des scolaires, cela. Flux et réseau de l'espace mondialisé. Donc on est aujourd'hui, vous avez 3 grands cercles montrant l'espace mondial tel qu'il est aujourd'hui, puis les grandes façades maritimes importantes. Ici, on a 3 grands pôles, et on retrouve, rappelez-vous ce que je vous ai montré en commençant sur la circulation de la Covid, on retrouve à peu près ces mouvements, 3 grands pôles, le pôle nord-américain, le pôle européen, le pôle Chine, Chine-Japon, le pôle Chine-Japon, avec des grandes façades maritimes, ici Shanghai face au Japon, la façade atlantique et pacifique des États-Unis, et on a l'organisation du monde autour, dorénavant, de ces 3 pôles, et avec des flux qui ne sont plus à partir de l'Europe uniquement, comme c'était en 14, mais à partir de chacun de ces pôles. L'histoire du XXe siècle étant l'affirmation du pôle américain, ça va être ce que je vais traiter à la prochaine séance, l'affirmation du pôle américain et comment ce pôle américain s'affirme, et puis ensuite comment ce pôle est contesté au début du XXIe siècle, dans le temps où nous sommes, par de nouveaux pôles, le pôle européen, mais surtout le pôle chinois. Voilà, pour aujourd'hui et pour cette séance, ce que je voulais vous dire. Merci à tous.